Bonjour à tous et merci de venir voir mon exposé. Alors aujourd'hui, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le fondateur de Fusion Directory, qui est un logiciel libre de gestion d'identité, principalement utilisé dans universités, centres de recherche et le monde public, que ce soit les institutions, les ministères ou autres. Donc ça, c'est le programme d'aujourd'hui. Présenter le logiciel en résumé, parce qu'aujourd'hui, on va se spécialiser sur un point bien précis. La suite logicielle, la norme SUPAN, automatisée, sécurisée, et puis, si vous voulez, aller plus loin. Alors, qu'est-ce que la société Fusion Directory ? C'est l'éditeur de Fusion Directory. On est spécialisé depuis plus de 20 ans maintenant dans la gestion d'identité pour l'enseignement et les services publics. On fait pas mal d'expertise sur les logiciels libres de gestion d'identité, formation et autres. Et effectivement, mais ça vous intéresse moins ici, on est spécialisé sur toute une série de briques qui sont des briques classiques de l'enseignement supérieur recherche, leur messagerie partagée, leur bus de données, les workflows et les applications métiers. Alors, qu'est-ce que c'est Fusion Directory ? Aujourd'hui, à l'origine, il n'y avait que Fusion Directory. Aujourd'hui, c'est une suite logicielle parce qu'effectivement, on a Fusion Directory qui est l'application de gestion d'identité, une API web. On a un orchestrateur en API REST, chose dont on va parler aujourd'hui et dont j'ai déjà parlé des débuts de l'orchestrateur l'année passée. On a donc un client et puis on a un set de librairies qui permet d'écrire les outils. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle une suite logicielle, parce que ça a dépassé le simple outil de gestion des identités. Maintenant, c'est beaucoup plus complexe et plus fouillé. Alors, je vais passer en résumé sur l'application, mais à la fin, vous aurez des liens pour la voir en détail, parce que l'application fait énormément de choses. Mais ici, je me spécialise vraiment sur l'automatisation et la sécurité, suite à des projets qu'on a fait cette année-ci. Donc, globalement, l'application fait la gestion d'utilisateurs, des groupes, des politiques de sécurité. Ça, c'est du très standard. On a aussi une partie qui n'est pas gestion d'identité, mais qui est une partie infrastructure, parce qu'à l'origine, l'applicatif était utilisé dans des contextes pour faire du HPC, du déploiement de clusters et ainsi de suite. Donc il nous reste une partie importante sur DHCP, DNS, messagerie et autres. On supporte la fameuse norme SUPAN, qui, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la fameuse norme qui existe depuis plus de 25 ans maintenant et qui dit comment stocker les données dans un annuaire OpenLDAP, LDAP au sens large, pour tout ce qui est l'enseignement supérieur recherche. Mais on verra qu'on peut effectivement l'utiliser dans d'autres contextes. Ce n'est pas limité à ça. Synapse, c'est le bus d'entreprise dans tout ce qui est l'enseignement supérieur recherche. Partage d'ordinateur, c'est la messagerie nationale, et ainsi de suite. On a du contrôle d'accès frein pour la délégation de tâches, parce que l'idée de Fusion Directory, c'est de ramener l'application au centre et de ramener tout le monde sur la même application. L'idée, c'est vraiment de sortir la gestion d'identité de son silo où elle est destinée qu'aux administrateurs système ou à certains experts et de se dire on va rapprocher les données au plus proche de ceux qui doivent les utiliser et donc mettre tout le monde sur le même applicatif. Mais pour faire ça, évidemment, il faut du contrôle d'accès fin pour pouvoir décider qu'est-ce que les gens auront le droit de faire et de voir. On a des modèles, de nouveau, suivant le même concept. On veut être capable de construire une identité en une fois et non pas en 3 ou 4 ou 5 étapes. Et donc, on a des modèles avec des macros qui permettent de faire de la construction de données sur base de données qu'on a reçues ou sur base de données métiers. On a effectivement des triggers qui permettent du coup d'agir sur les données qu'on vient de recevoir pour aller propager ces données ailleurs. Un des plus classiques est de faire sa gestion d'identité avec Fusion Directory et puis d'aller propager les données vers l'Active Directory en disant cet utilisateur vient d'arriver, il faut le mettre dans tel groupe, ah tiens j'ai verrouillé son mot de passe et ainsi de suite. On a maintenant notre moteur de workflow qui existe depuis presque 2 ans maintenant et qui inclut lui de nouveau tout ce qui est la problématique de l'automatisation, parce que c'est très bien de voir les données dans la gestion d'identité, mais après, il faut qu'on puisse faire des traitements dessus. Et pour faire des traitements dessus, la plupart du temps, c'était j'écris des scripts qui sont particuliers à mon institution et qui vont respecter mon workflow. Oui, mais ces scripts, il faut les maintenir et tout. Au bout d'un moment, ça devient très difficile. Et donc, du coup, l'idée du workflow est née de cela. Et l'idée, telle qu'on la défend nous, c'est qu'en fait, tout l'applicatif est construit pour être modulaire. Et de nouveau, au lieu d'avoir un workflow fixe, comme on le voit dans beaucoup d'applications,
on a écrit un moteur de workflow et puis on peut écrire des tâches qui correspondent à chaque fois à quelque chose qu'on veut faire. Mais il n'y a pas de workflow fixe au sens où on le voit dans d'autres applicatifs. Et évidemment, ça donne plus de flexibilité parce qu'on peut s'adapter à peu près tous les cas de figure. On a un web service REST, parce qu'aujourd'hui, si on n'a pas une API REST pour pouvoir provisionner et récupérer des données, c'est pas très utile. Et effectivement, on supporte les grands standards du SSO, du 2FA, des clés de sécurité et ainsi de suite. Alors, je l'ai fait en très résumé. À la fin, vous verrez des références pour aller voir les slides, les webinaires et autres, parce que là, je me spécialise vraiment sur une partie particulière. Donc ça, c'est notre orchestrateur. Donc l'idée de l'orchestrateur était comment est-ce que je fais pour supprimer tous ces scripts qu'il faut maintenir, tous ces workflows qui sont externes, comment est-ce que je fais du coup pour rendre ça à l'utilisateur, puisque l'idée de Fusion Directory, c'est on va rendre le contrôle à l'utilisateur. Et pour faire ça, je dois passer du temps à modéliser. Donc on a vraiment un travail autour du design et de la modélisation dans l'applicatif, toujours en pensant à l'utilisateur, pas à l'admin système, pas à quelqu'un qui est spécialisé, mais comment est-ce que je vais permettre à un utilisateur lambda, vraiment qui n'est pas spécialisé, de créer une tâche parce qu'il a quelque chose de spécifique à mettre en place. De nouveau, pour essayer de ramener la gestion d'une société au plus proche des utilisateurs. Et donc, dans ce qu'on a aujourd'hui, on peut modéliser des règles métiers, on peut suivre des changements de statut, des modifications, on peut faire de la surveillance et prévenir des changements non prévus. Une de mes préférées, c'est-à-dire quelqu'un vient vous voir 5 jours plus tard, tu peux me dire pourquoi telle chose a changé sur tel utilisateur? En général, c'est je vais aller fouiller mes logs, même si j'ai des outils pour faire ça, c'est quand même être beaucoup plus agréable d'être prévenu immédiatement ou dans la demi-heure que tiens, il y a un attribut qui a changé sur mon VIP et normalement, ça n'aurait pas dû changer. C'est mieux que d'être prévenu 5 jours plus tard, ce qui parfois amène aussi à une compromission de compte, à un mail qui est compromis et ainsi de suite. Donc c'est de la réflexion par rapport au terrain. Tout ce qu'on fait est par rapport au terrain et par rapport à des besoins réels. Il y a très peu de choses dans Fusion Directory qui ne sortent pas des besoins du terrain. C'est une de nos particularités, c'est qu'en fait, on modélise les problématiques que les gens ont et on fait un design de façon à rendre ça utilisable par le plus grand nombre de personnes possible. Après, on a de l'automatisation de gestion de groupe, parce que la gestion de groupe, c'est quelque chose. J'ai des endroits où j'ai 19 000 groupes et 19 000 utilisateurs. Vous imaginez un peu le cauchemar que ça peut représenter quand on veut auditer ou quand on veut savoir qui fait quoi. Voilà. Archiver les comptes, parce que oui, de nouveau, RGPD, conservation du minimum de données et surtout non-réutilisation de comptes. Parce que quand j'ai un compte, si je l'archive, il faut que je sois en même temps capable de dire tu n'as pas le droit de réutiliser un compte qui reprend tel attribut, tel attribut, tel attribut. Parce que oui, je veux pouvoir être sûr qu'on ne va pas avoir accès à des documents qu'on n'aurait pas dû avoir accès parce que, manque de bol, il y a un homonyme, ça refait la même chose et les gens ont accès aux informations. Et donc ça, c'est un résumé. Integrator, je passe en vitesse dessus, mais de nouveau, pour régler le problème des millions de scripts qui traînent, on a donc écrit une librairie de bas niveau qu'on utilise dans nos outils et dont le but, de nouveau, est que nos utilisateurs puissent écrire des nouveaux outils dont ils auraient besoin, mais au lieu d'écrire 100%, ils vont écrire 20%. Et ils vont utiliser ce que nous, on a déjà fait pour pouvoir créer leurs propres outils parce qu'ils ont un besoin spécifique, parce qu'ils doivent aller rechercher tel type de données qui n'est pas couvert à l'heure actuelle. On leur fournit aussi un set d'outils, un toolkit qui s'améliore au fur et à mesure du temps. Et ce toolkit, oui, il permet de lire la configuration de Fusion Directory, puisque Fusion Directory travaille vraiment avec un annuaire, il n'a pas de base de données, rien, c'est juste un annuaire, donc tout est stocké dedans. Donc lire sa configuration, interagir avec OpenLDAP, les gros utilisateurs d'OpenLDAP, pour mettre à jour les schémas, pour gérer les schémas et ainsi de suite, manipuler les audits, effectivement, utiliser notre API REST et pas mal d'autres choses. Alors je vais faire un petit aparté sur la norme SUPAN parce que tout le monde rencontre les mêmes problèmes. Sauf que dans la plupart des cas, on a été inventer des choses parce qu'en fait, on ne s'est pas rendu compte qu'il y avait une norme qui existait et qui gérait déjà tout ça. En fait, quand ils ont mis au moins la norme SUPAN vers 2001-2002, dans l'enseignement supérieur, ils ont essayé de faire une norme qui couvrait les besoins qu'ils avaient.
Il se fait qu'aujourd'hui, cette norme, elle couvre aussi les besoins du public, du privé, parce que tout le monde a les mêmes problématiques. C'est-à-dire la gestion des établissements et des entités. Alors, vous pouvez transformer ça par la gestion des bâtiments et des services. Hein, c'est juste les noms, hein, c'est ça que ça fait. Tout ce qui est la gestion des multi-affectations, Monsieur X travaille à cet endroit-là, mais il travaille aussi à cet endroit-là, et il va aussi régulièrement travailler à cet endroit-là. C'est-à-dire une matérialisation fonctionnelle de une carte de visite de la personne, où est-ce qu'elle travaille, qu'est-ce qu'elle fait. Il gère tout ce genre de choses. Il gère effectivement tout ce qui est les données administratives, et le fait qu'on ait ces données administratives nous permet de dériver des fonctionnements techniques. Et c'est là que c'est l'intérêt. Elle est copieuse, elle est grande, mais comme c'est une norme à tiroir, vous ne prendrez que les morceaux qui vous intéressent. Et le troisième est vraiment le morceau qui intéresse, c'est-à-dire la gestion du cycle de vie. Parce que la gestion du cycle de vie, c'est vraiment quel est l'état du compte de l'utilisateur à l'instant T, mais avec toutes ses ressources. C'est-à-dire matérialiser sur un utilisateur que, il a un accès VPN, qu'il a un compte, qu'il a un accès mail, qu'il a un accès à tel applicatif, et tout ça avec des dates de début, des fins, des dates de statut. Est-ce que son compte a été verrouillé de manière administrative? Est-ce qu'il a été verrouillé de manière technique? Vraiment mettre la vision à l'instant T sur la fiche de l'utilisateur et qui dit, voilà, cet utilisateur, il a reçu à tel groupe, tel applicatif et telle chose, de telle date à telle date. Et c'est ce qui nous permet derrière d'automatiser, évidemment, et de faire des fonctionnements automatiques, de le sortir des groupes automatiquement, de faire des changements de statut, et ainsi de suite, pour avoir une vraie cartographie, et, fatalement, pour lui interdire l'accès aux applications. Parce qu'à partir du moment où je peux automatiser ce genre de gestion de ressources sur mon utilisateur, quand le statut change, il perd l'accès à l'application. Et ça ne m'oblige pas à aller dans l'application X, Y et Z, aller changer ses droits. Je le fais au niveau de ma gestion d'identité. Il y a le consentement utilisateur, qui est très intéressant aussi, peu utilisé malheureusement, mais qui est très intéressant, qui modélise en fait le consentement, c'est-à-dire à qui est-ce qu'il a donné accès à sa photo, à qui est-ce qu'il a donné accès à son numéro de téléphone privé. On peut, de nouveau, grâce à cette norme, modéliser son consentement. C'est bien pour faire des portails de « je consens à l'utilisation de mes données pour ça, ça et ça ». Les codes population, c'est le terme SUPAN, mais en fait, le code population, c'est quoi? C'est pour définir les populations. Quand on entend population au sens académique du terme, c'est-à-dire est-ce que c'est un étudiant, un professeur, un vacataire, un externe, un alumni, mais avec des dizaines de subdivisions. Et comme ce n'est pas une nomenclature fermée, vous pouvez très bien l'utiliser. Nous, dans le client dont je parle là, on l'a utilisé. On a refait des codes population qui correspondent à sa réalité. Donc on réutilise tous les mécanismes, sauf que dans sa réalité, il a 5 codes qui correspondent à ses subdivisions à lui. Et c'est ça l'intérêt de la norme en tant que telle, c'est qu'en fait, on peut l'utiliser. Elle est certes conçue pour l'enseignement, mais en fait, elle couvre 90% des besoins qu'on a en gestion d'identité. Et surtout, on a une norme qui est suivie, qui est maintenue. On n'a pas à réinventer les choses. On peut s'appuyer sur quelque chose qui a été écrit. Et donc, du coup, ça, c'est les fameuses structures. Je les montre. Vous avez la structure Nouvelle-Calédonie. Vous voyez, c'est une petite maison, c'est l'établissement, donc c'est la société, si vous voulez. Et les autres, c'est des départements. Et donc, ils ont un système, je ne rentrerai pas dans les détails, mais ils ont un système de chaînage fils-père. Et donc, ça permet de remonter et de dire, cette personne-là, elle est à la fois à la DSI et à la RH, et elle travaille aussi à la division cybersécurité. Si j'ai envie de savoir où je trouve la personne, je peux facilement dire, fais-moi un groupe de la personne qui est à la fois dans telle entité, telle entité, telle entité. Il va me construire un groupe avec tous les gens qui sont dans ces entités-là. Et de nouveau, on va dériver la technique du fonctionnel. C'est-à-dire, j'ai bien rempli mon fonctionnel, du coup, ma technique est facilitée, du coup, j'ai moins de maintenance. Et du coup, derrière, je peux automatiser. Le fameux cycle de vie, on le voit, j'ai une ressource courriel active, je n'ai pas de sous-état dans celle-là, j'ai une date de début, une date de fin, et j'ai une ressource compte qui a été suspendue. Et on voit bien là, l'intérêt, c'est qu'en fait, on peut vraiment faire de la gestion fine. C'est-à-dire, je pourrais très bien dire, cette personne-là, son compte est suspendu, mais son compte mail continue à recevoir les mails. C'est des états différents, donc je peux vraiment jouer avec des états et des sous-états, et on voit qu'il a un verrouillage administratif, par exemple. Ça signifie que celui-là, administrativement, il était suspendu, il aurait pu être suspendu de manière technique, c'est souvent le cas des compromissions. L'intérêt des ressources,
pourrait en parler longtemps. Mais l'intérêt des ressources, c'est ça, c'est dans le cycle de vie d'être capable de dire, voilà tout les choses auxquelles l'utilisateur a reçu accès. Et il peut à chaque fois avoir un état actif, inactif, en sursis, prolongé. Enfin, on peut imaginer pas mal de choses. Alors, ce dont je parle aujourd'hui, c'est en fait la automatisation et sécurisation. Donc, l'année passée, j'avais parlé du début du système de workflow. Et cette année, je vais parler de la sécurisation. Parce qu'en fait, dès qu'on met ça en place, et qu'on met ça dans des environnements où on veut au maximum cloisonner, on veut par exemple pas que le chef de projet du projet A puisse mettre des ressources du projet B sur son propre projet. Parce que sinon, évidemment, on va avoir un décloisonnement. On veut aussi donner accès à des gens où ils vont devoir faire le moins de travail possible. Pourquoi ? Parce qu'on veut le moins d'erreurs possible. Si on veut le moins d'erreurs possible, il faut le moins de manipulations possible. Donc ça, c'est toujours un des objectifs aussi dans ce que nous, on recherche, c'est comment est-ce qu'on donne la main à des gens à des degrés divers et surtout comment est-ce qu'on essaye d'éviter, il y en aura toujours, mais qu'on essaye d'éviter le maximum d'erreurs. Et donc en fournissant un système qui leur permet de rentrer le moins de données possible et de calculer le plus de données possible. C'est toujours là que les gens ont le plus de problèmes, c'est d'imaginer qu'en fait, ils peuvent calculer une bonne partie de leurs données. Ils vont des données de base qui sont indispensables, hein, nom, prénom, adresse email par exemple. Mais après, tout le reste, on peut très bien l'imaginer, le dériver ou faire des formes de calcul. Nous, par exemple, typiquement, on va calculer l'identifiant pour la fédération. Hein. Quand on est en fédération Renater, on va calculer l'identifiant. On va leur calculer une adresse email qui va être le format défini par l'institution. On ne lui demande même pas. On va aller calculer d'autres attributs. On va mettre des clés croisées, par exemple. Il s'appelle Monsieur Benjamin dans ma gestion d'identité, mais dans mon Active Directory, pour des raisons historiques, il s'appelle Benjamin 42. Je vais mettre dans ma gestion d'identité une clé croisée qui va me permettre de retrouver que le Benjamin que j'ai chez moi, c'est Benjamin 42 de l'autre côté. Où j'ai des clients qui, en fait, créent la fiche entièrement, créent même le badge d'accès avec la photo, et ils créent tout en une fois. Et après, ils dialoguent vers le gestionnaire de badge d'accès en disant « Coucou, voilà les infos de la personne, renvoie-moi le numéro de série, s'il te plaît. » L'idée dans tout ça, c'est toujours automatiser et sécuriser pour qu'il y ait le moins de manipulation possible. Et donc, dans ce qui a été développé dans ce cadre-là, il y a la sécurité des accès. Le client a un serveur. Il a une infra-Splunk assez gigantesque et tout est tracé à la ligne près. Donc, en fait, on a développé un module qui, en fait, sort les événements de sécurité de Fusion Directory, va les transformer en syslog et ça permettra d'être centralisé. On a fait de la fermeture de compte automatique parce qu'on a un problème qui est la personne a une ressource compte, mais pour des raisons X ou Y, soit les gens ne veulent pas faire l'effort d'aller fermer la ressource compte quand la personne n'est plus là, 80% des cas, et 20% des cas, ils voudraient aussi que ça se ferme automatiquement. Donc, de nouveau, on a développé les process pour faire de la fermeture automatique de compte sur base d'autres ressources. Tout le système, vous allez voir, tourne autour des ressources. Et puis, de l'export CSV, parce qu'on a beau être en 2025, l'export CSV, ça reste. Quand je dois aller dans une autre application qui se connecte à rien, il faut que je sorte un export CSV, mais donc il faut que je fasse de ça de manière un peu moderne, et puis que je puisse dire qu'est-ce que je ne veux pas sortir, parce que je ne veux pas sortir toutes les données. De nouveau, pour des raisons de sécurité, je ne vais pas vouloir que la personne qui reçoit le CSV reçoit le password de la personne, ou je ne veux pas qu'elle reçoive son numéro de matricule. Voilà, plein d'autres choses. Donc du coup, même chose, réfléchir à un design qui permet de sortir les données, de l'automatiser, mais en même temps de garantir la confidentialité qui va avec. Et donc, ça, c'est principalement ce qu'on a développé en supplément de ce qu'on avait déjà. Automatic Group, et je vous montrerai des slides après, et puis on fera une petite démo. C'est Automatic Group, en fait, on a repris le concept des ressources, et donc on matérialise les groupes comme des ressources sur l'utilisateur, et puis notre système va automatiquement aller affecter ces gens dans les bons groupes, et crée automatiquement les groupes. Groupe dynamique, c'est une fonctionnalité d'OpenLDAP, mais donc il crée un groupe, et il met les gens automatiquement dedans. Et quand les gens, on leur enlève la ressource, ils disparaissent du groupe automatiquement. Et donc, on a une gestion de groupe zéro effort, puisqu'on sait que la gestion de groupe, c'est toujours un cauchemar.
On a une gestion de groupe zéro effort basée sur les ressources qu'on a mises sur l'utilisateur et qui va me permettre de mettre des gens dans des groupes et puis de les enlever vraiment sans aucun effort. On a ce que j'ai déjà énoncé, toute la partie qui va transférer les audits de sécurité de Fusion Directory vers du syslog pour pouvoir de manière permanente sortir tous les audits de sécurité et alimenter un syslog qui en temps réel va aller pousser les infos vers le Splunk. Cycle de vie, on a rajouté ce que je disais, la fermeture automatique des comptes sur base d'un calcul d'autres ressources qui peut fonctionner sur base de regex ou sur d'autres bases, mais qui dit dans sa version la plus simple, si toutes les autres ressources, à l'exception de la ressource compte, sont fermées sur cet utilisateur, tu me fermes son compte. Peu importe sa date d'expiration, j'ai juste décidé dans ma règle métier que toutes ces autres ressources sont fermées. Pour moi, ça veut dire que cette personne n'a plus accès à rien. Ça veut dire qu'elle ne va plus avoir accès. Je ferme. Et donc, après, je peux vous montrer, on a des regex, on a pas mal d'autres choses. Les SupanObject, ça, c'est plus technique. C'est-à-dire qu'en fait, historiquement, c'était dans le back-end de configuration de l'outil. On les a sortis pour faire des objets à part entière. C'est nos ressources. Mais surtout, du coup, ça permet d'appliquer du contrôle d'accès et ça permet de créer des listes de ressources qui sont dépendantes de à quelle partie de l'applicatif la personne a accès. Et puis l'exporteur. Et donc là, on a quelques images. Donc typiquement, je regarde le temps. Ok. Typiquement, ça c'est notre automatic groups. On peut voir que j'ai un create dynamic groups. De nouveau, j'ai mon système de ressources qu'on retrouvera partout. J'ai un système de regex et puis les gens que je peux mettre dedans. Audit syslog, je vais le montrer en réel. Ça nous permet de sortir les logs en temps réel et d'aller provisionner un serveur de log, un Splunk, tout ce qu'on veut, et donc d'avoir un vrai suivi en temps réel. On voit qu'il y a une option. Bon, on voit déjà que ça, c'est notre cycle de vie. Notre cycle de vie, comment est-ce qu'il marche? On a l'état à gauche qui est l'état courant et l'état à droite qui doit être l'état futur. Donc ça nous permet du coup de faire des changements de statut sur la personne et de dire si son compte est en état A, actif, mais que sa date de fin est arrivée, bascule-le-moi en S, suspendu, verrouillage technique. Donc c'est toute l'idée de dire qu'au lieu de devoir manuellement aller faire l'action, la façon dont j'ai rempli l'utilisateur, ses ressources, ses dates de début de fin sur chaque ressource, va me permettre d'automatiser sans avoir besoin de quelqu'un qui va devoir aller regarder est-ce que son compte est bien expiré ou avoir le collègue du service qui vient et qui fait tu sais monsieur machin il s'en va, il faudrait désactiver son compte. Non, si dès le début dans mon process d'approvisionnement j'ai bien rempli mes données, je vais pouvoir automatiser. J'aurai de toute façon le contrôle parce que j'aurai l'audit qui va me dire ce qui s'est passé. Quand les ressources vont être modifiées, ça remplit l'audit, ça remplit le syslog et on peut le transférer. Mais du coup, l'idée, c'est vraiment d'automatiser au maximum. Et ça, pour chaque ressource de manière indépendante, j'ai la possibilité de mettre des regex parce que j'ai la possibilité de faire des fonctionnements du style. Trouve-moi sur ces utilisateurs toutes les ressources qui commencent par GROU et fais-moi en fait une liste, regarde toutes celles qui sont désactivées et en fonction de ça, change-moi les statuts. On a la clôture de compte qu'on voit là, qui est celle que je viens d'expliquer. Simple, je regarde sa ressource, oui, non, je regarde les autres et je fais mon fonctionnement, mais je peux même faire ça en fonction d'autres ressources. C'est-à-dire qu'il a des ressources qui commencent par GROU, il a des ressources qui commencent par VPN, il a des ressources qui commencent par appli. Voilà. Je peux faire une regex pour dire ne regarde que les ressources qui commencent par VPN et si ces ressources sont fermées, alors tu me fermes toutes les ressources et le compte aussi. Pourquoi? C'est très simple, parce que souvent les prestataires ont un compte VPN, puis ils ont reçu un accès à une ou deux applications, on ferme le compte VPN, on ne veut pas que le compte il reste traîné de nouveau, on veut automatiser ça et on veut être capable de fermer tout ce qui concerne l'utilisateur. L'idée est toujours de n'avoir aucun compte dormant, parce que c'est ce qu'il y a de pire, et n'avoir aucun compte qui est là qui ne devrait pas y être. C'est évidemment, ça ne sera jamais évidemment sûr à 100%, mais ma théorie est toujours, vaut mieux avoir un compte fermé qu'un compte qui reste ouvert pendant 6 mois. Au moins, la personne viendra hurler et vous dire pourquoi tu as fermé mon compte. Mais au moins, on aura quelqu'un.
Tandis que sinon, moi j'ai des cas avec des centaines de comptes qui restent ouverts et plus personne n'est capable de dire si ces gens-là, sont pas là, est-ce qu'il faut fermer les comptes. Donc le principe ici, c'est prendre le problème à l'envers, c'est d'automatiser, fermer et puis, comme je dis souvent, attendre que ça crie. Parce que ça vaut mieux. Surtout dans les temps qu'on connaît aujourd'hui, hein, on sait très bien ce que ça veut dire. Il faut imaginer ça sur des volumes de dizaines de milliers d'utilisateurs. Personne ne peut être certain qu'il a bien fait tout ce qu'il faut pour l'utilisateur X ou Y. Et les fameux triggers dont on parle permettent de propager ces décisions aux autres applications. Une fois que l'orchestrateur est passé, le trigger peut regarder « Ah oui, le compte a été fermé, ok, je dois aller faire ça de l'autre côté ». Donc de nouveau, le principe, c'est d'essayer d'arriver à automatiser au maximum. Ça, c'est les fameux SupanObject. En fait, c'est ce qu'on voit là. Le A, le A, c'est ceux qu'on voit ici, sauf que là, j'ai la version française. Mais c'est le même principe. De nouveau, d'un point de vue design, ça permet de dire tel utilisateur va avoir le droit de créer une ressource, une sous-ressource, parce que je lui ai donné le droit, ou pas. Exporter, ça c'est très intéressant. On essaie de régler le problème de l'exportation CSV. Alors, la plupart des exportations se font depuis un menu, depuis le logiciel. Mais soit vous devez mettre en place des choses très compliquées pour il peut sélectionner ça, et il peut faire un range de tel, et ainsi de suite. C'est très complexe à maintenir, surtout sur des volumes de données importants. 20, 30 000. J'ai maintenant des clients à 2,5 millions d'utilisateurs. Je les vois mal utiliser quelque chose depuis le menu pour aller sélectionner ou trouver le bon filtre pour trouver les 100 personnes qui veulent sortir de là. Donc du coup, on a mis en place un concept où on peut sélectionner des gens, on peut leur dire les attributs qu'on veut exporter. On peut même fixer dans le back-end de configuration les attributs qui ne devront jamais être exportés. Et après, on envoie ça directement à une adresse mail qui a été spécifiée, mais c'est mon subset et ça ne contient que le peu d'informations que j'ai décidé. Et de nouveau, c'est des tâches qui peuvent tourner de manière répétée, journalièrement, à l'heure, à la minute, voilà. Ça, il y a tout un moteur qui gère ça. Et du coup, maintenant, je peux passer sur l'autre. Je vais le mettre en plus... Est-ce que je dois le mettre en plus grand? Non, ça va. Hop. Quel temps il me reste? Ça va. Et donc, du coup, pour vous montrer en vrai, voilà. Moi, j'en ai fait quelques-unes avant d'arriver ici. Donc, comme je le disais, on a des utilisateurs. Alors, je peux déverrouiller celui-là. Hop. Voilà. Donc, on a des utilisateurs. Ces utilisateurs ont des ressources, on voit. Ils ont des ressources groupants, ils ont des ressources comptes. C'est vraiment le concept des ressources. Oui, je sais, j'ai plein de plugins, donc effectivement, oui, on en a 60. Donc, moi, comme c'est ma version de démonstration, vous aurez les 60, mais vous ne mettez que ce qui vous intéresse. C'est ça l'intérêt aussi. Vous avez le cœur, et puis vous avez une soixantaine de plugins, et vous allez décider en fonction de ce qui vous intéresse. Donc ça, c'est le concept des ressources. J'ai une ressource compte active avec un groupe 1. Et j'ai effectivement mes groupes. Voilà. J'avais créé ça et ça. Hop. Remove. Delete. Voilà. Et donc en fait, comment ça marche? J'ai une ressource, j'ai une tâche qui a un mini-tâche, dans des choses qui permettent de n'envoyer les choses qu'une seule fois quand ils sont dans des groupes dynamiques. Le fameux attribut member, si vous voulez, pour l'AD. C'est-à-dire on est capable de détecter que cette chose-là a déjà tourné sur telle personne si on active ça. Et du coup, ça nous permet de ne pas devoir refaire les choses sur ces gens-là. Et ça me permet aussi de, du coup, ne faire la tâche que sur les personnes qui viennent d'arriver dans le groupe. Ça permet de faire des choses un peu sophistiquées. Comme le groupe bouge tout le temps, je ne vais n'exécuter cette tâche que sur les nouveaux membres qui arrivent dans le groupe. Et j'ai une liste qui me permet de savoir ça. Si c'est une tâche répétable, tac. Alors, c'est l'instant démo. Donc, j'ai activé ma tâche. Donc, du coup, je vois ma tâche ici. Elle est schedule. Donc, on a un vrai... Ça, c'est la création. Et je sais quand elle a été activée, quand elle a été exécutée, quand est sa prochaine exécution normalement. Et ici, j'ai mon dashboard qui me montre celles qui ont été exécutées correctement. Là, elle n'a pas encore été exécutée, puisque je viens de lui demander de la remettre. Et donc, ce qui se passe, c'est que, hop, voilà, alors, c'est un... Alors, je
pour prendre mon Dynamic Group. Voilà. Donc en fait, on a un client en ligne de commande. Donc on a Fusion Directory qui est en fait l'interface dans laquelle les gens vont faire toute la programmation métier et ainsi de suite. On a notre orchestrateur et puis on a un client qui est souvent mis en cron, qui lui, sa responsabilité, c'est d'aller dire à l'orchestrateur coucou, est-ce que tu as quelque chose à faire? Donc c'est pas un orchestrateur comme ce qu'on voit dans pas mal d'autres choses où c'est un démon qui court en continu et qui va aller pouler. C'est nous, quelque part, qui allons décider quand est-ce qu'on va l'interroger. Et ça, c'est parce qu'on a tellement de contextes différents. Moi, je veux que ça soit fait la nuit. Moi, je sais. Et on ne veut pas gérer l'orchestration au sein de l'orchestrateur lui-même. Donc, on stocke les données dans l'annuaire. L'orchestrateur va écouter ce que le client lui demande et il va aller voir si le schedule est respecté en fonction de ce que le client lui demande. Est-ce que je suis dans la bonne fenêtre d'exécution? Ça permet de faire des choses assez légères. J'ai pas de DB, j'ai rien, et c'est relativement léger à maintenir en fait. L'orchestrateur doit tenir sur quelques mégas, c'est rien du tout. Et le client, voilà, même pas ça. C'est un peu mon background d'avoir travaillé dans l'industrie où chaque chose doit être légère, chaque chose doit être rapide et pas avoir des fonctionnements compliqués. Voilà, et on le voit, donc là il a tourné, je l'ai mis en verbose, bon, il nous montre le jeton, il nous montre bien qu'il a créé le groupe, et on peut aller voir de l'autre côté. Et voilà, il a créé mon groupe. Donc en fait, ma tâche, c'est en fait, je crée mes tâches, je les programme, j'ai mon client qui tourne, et après, ça va faire le boulot. Et quand les gens vont recevoir la ressource, ils vont être dans le groupe. Quand ils vont plus avoir la ressource, ils seront plus dans le groupe, et ainsi de suite. Ça, c'est les fameux groupes automatiques. Mais du coup, ça permet d'éliminer beaucoup de travail sur les groupes. Parce qu'on peut programmer et on peut le faire à partir de la fiche de l'utilisateur. Et ça n'utilise pas de choses exotiques comme MemberOf ou autres qui peuvent poser des problèmes de cohérence dans certains cas. Donc ici, c'est vraiment basé sur les données de l'utilisateur. Et donc, du coup, je peux déléguer cette partie-là à un utilisateur. Je peux lui dire, tu as le droit d'aller sur l'onglet ressources de l'utilisateur et tu as le droit d'aller lui mettre une ressource. C'est ce qui est fait chez le client. Et donc, du coup, j'avais fait ma clôture de compte. Même chose, hein, c'est le même principe. Hein. Je l'ai mis en tâche répétable. Et j'ai donc coché ma clôture de compte. J'ai dû juste dire, quand ton compte est à la fin de la date, hein, fais la clôture de compte sur cette personne-là. C'est celui que je viens de réactiver. Voilà. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais activer la tâche. Ça peut être fait en console aussi. Hein, je le montre ici pour la démonstration. Le client est capable de le faire aussi. Et donc du coup, celui-là, c'est ça, c'est une tâche cycle de vie. Hop, et là, il me dit, oui, j'ai bien réussi à fermer le compte, hein, parce que sa ressource compte était active, l'autre ressource était inactive. Il m'a fermé le compte. Et comme on peut le voir dans les utilisateurs, voilà, son compte est fermé. Et du coup, quand un compte est fermé chez nous, c'est-à-dire qu'il verrouille le mot de passe, il verrouille la clé SSH, il verrouille l'ancêtre du mot de passe Samba, et ainsi de suite. Donc c'est un vrai verrouillage et il ferme toutes les ressources de la personne. Et je deviens en lecture seule. Je ne peux plus toucher un utilisateur qui a été verrouillé, je ne peux plus rien faire. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. J'attends. Non, sinon je montre encore d'autres choses. Hein. C'est pour savoir dans le temps qui me reste. Toc. Qu'est-ce que j'avais? Oui, on va faire un export CSV, tant qu'on y est. Même principe, j'ai configuré ma tâche. J'ai dit ces deux personnes-là, je ne veux sortir que ces attributs-là. Et je vais les envoyer à cette personne-là, en fait. Donc le concept est toujours la même. C'est vraiment ça qu'on recherche, c'est que la façon de faire soit toujours la même. Les particularités sont dans qu'est-ce que la tâche va faire. Mais comme on peut le voir, mes écrans sont toujours les mêmes. C'est fait exprès pour qu'il y ait un vrai process linéaire dans le travail, en fait. Hop. Et donc, du coup, même chose, je vais reprendre mon client. Voilà. Hop là. Et donc, effectivement, j'ai un mail qui a été envoyé. J'ai aussi le fichier sur le disque. Je dois avoir sauvé le TLT. Alors, 80-25, normalement. Ouais.
Voilà. Et voilà, mon mail est là et mon fichier est attaché. Voilà. Donc, le concept de tout ce qu'on fait autour de l'orchestration, et là je n'en montre que quelques-unes, hein, le concept de tout ce qu'on fait autour de l'orchestration, c'est comment rendre la gestion d'identité dynamique et comment mettre en place des processus métiers, mais qu'on va pouvoir confier à des utilisateurs normaux, des simples chefs de projet, mais je veux dire à limiter. Donc, de nouveau, comment est-ce qu'on remet ça tout près des utilisateurs? Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Non? Ok. Et donc, du coup, bah oui, ça c'est mon ami syslog, même principe. Hop. Tac. Ça doit être audit avec. Voilà, audit syslog. Et voilà. Et maintenant, si je fais. Alors, Fusion Directory. Des voilà. Voilà. C'est vraiment le syslog. C'est en fait la correspondance. Donc, c'est qui a fait quoi? C'est la correspondance de ce qu'on voit. Je vais descendre. Où est-ce qu'il est? Security. Alors, non, dashboard. Où est-ce que je l'ai? Je l'ai perdu. Ah, voilà, reporting. Et voilà, c'est ce qu'on voit ici, puisqu'en fait, tout ce que j'ai fait dans l'applicatif est automatiquement enregistré dans l'audit, qu'après on peut filtrer. Hein. Par exemple, là, voilà, on voit que ma task CSV, elle a tourné. Là, on voit que j'ai fait une clôture de compte. Là, on voit que et ça, c'est quand j'ai touché aux utilisateurs, fatalement, puisque l'orchestrateur a été modifié des choses sur l'utilisateur. Et là, ce qu'on voit, ce que le module a fait, c'est qu'il a transféré ça. Et ça, on peut le donner à un serveur syslog et après faire de la centralisation. Voilà. Et je reprends mes slides 2 secondes. Alors, hop là. Donc ça, c'est toutes les URL. De toute façon, je mettrai les slides à disposition de l'organisation. Hein. Donc ça, c'est toutes les URL si vous voulez en savoir plus sur le produit. Le deuxième URL, c'est là où vous avez les 3 slides qui décrivent le produit en détail, les fonctionnements et ainsi de suite. Bénéfices et fonctionnalités, vous avez des petites vidéos sur certaines des fonctionnalités pour que ce soit plus facile à appréhender, la documentation, la chaîne YouTube. Vous avez un formulaire chez nous si jamais vous voulez demander une démonstration pour un peu plus comprendre le concept. Et j'ai fini. Voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté.